Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre. Lisée. Mulcair. Alors, nous sommes mardi. Le mardi, Tom Mulcair enseigne. Donc, nous sommes en tête à tête avec Jean-François. Jean-François, est-ce que tu avais prévu une victoire aussi éclatante du PQ et comment tu l'analyses? Alors, personne ne l'avait prévu, aucun péquiste, enfin peut-être ceux qui étaient sur des substances hallucinogènes avaient pu penser que le PQ pouvait avoir une victoire de cette ampleur. Non, écoutez, je parlais à des amis péquistes encore hier et avant-hier, ils se demandaient, bon, est-ce qu'on va gagner par 5 points, est-ce qu'on va gagner par 6 points, mais pas du simple au double. Du simple au double, ça, c'est pas prévisible. Que le QS baisse un petit peu, c'était prévisible, mais le résultat, c'est sûr que moi, j'étais chef du PQ lorsque la CAQ a gagné la partielle dans Louis Hébert. Et Louis Hébert, c'était un château fort libéral. Sam Hamad, qui s'était retiré, c'est pour ça qu'on avait une partielle, avait eu une majorité de 4000 voix à l'élection précédente. Et là, la CAQ, non seulement a égalisé, donc a pris les 4000 voix de Sam Hamad, mais a gagné par 4000 voix. Et lorsque j'ai vu ça, les sondages montraient que ce serait serré. Mais une fois dans l'isoloir, les électeurs francophones, le vote libéral s'est volatilisé, s'est écrasé. Alors, évidemment, c'est assez proche de ce qu'on voit là, parce que une élection partielle, la qualité est tellement supérieure à un sondage parce que un sondage, bon, les gens sont en train de manger, de souper, il y a le bébé qui pleure, etc., puis on donne son opinion sans y avoir trop réfléchi. Ça donne une indication en surface. Mais dans une partielle, on oblige les gens, ceux qui vont voter, à réfléchir, à se poser la question, à discuter entre eux. Donc, ça nous donne une image plus, une bande-annonce de ce qu'est une campagne électorale. Alors, évidemment, c'est juste une bande-annonce. Le film peut être très mauvais. On peut avoir une bande-annonce qui est trompeuse, bien sûr. Mais donc, ça veut dire que les gens de Jean Talon ont réfléchi à la situation, se sont parlé entre eux, puis ils se sont dit deux choses. D'abord, la CAQ, il faut leur envoyer une grosse claque. Et quelle est la main la plus disponible pour envoyer une grosse claque? Puis ils ont décidé que c'était le PQ. Attends une minute, là, oui. Je te fais tout de suite une parenthèse. Donc, tu vois que c'est un message lancé à la CAQ plus qu'un vote pour le PQ. C'est pas tant un vote pour le PQ. C'est la même chose dans Louis Hébert. Dans Louis Hébert, c'était pas un référendum pour François Legault, c'était un référendum contre Philippe Couillard. Okay? Et ensuite, une fois que tu es en position je suis la main qui peut donner la meilleure claque à ceux que vous voulez gifler, là, tu transformes ça en disant, nous sommes l'alternative, puis on n'est pas seulement des vengeurs, on a aussi un programme, OK? Bon, mais ça te met le pied à l'étrier. Et c'est ce que le PQ a eu, c'est ce que la CAQ avait eu dans Louis Hébert, c'est ce que le PQ a eu là. Et ce qu'elle nous dit aussi, c'est que si les électeurs francophones, c'est à 94% francophones dans Jean Talon, si les électeurs francophones sont si fâchés contre la CAQ et si disposés à la gifler, la CAQ, il n'y a rien qui nous dit que c'est pas la même chose dans les autres comtés francophones. Et hier, Philippe Fournier, là, qui fait des projections électorales, il dit, là, si c'est comme ça, ça veut dire que d'autres comtés de la CAQ dans la région de Québec ou ailleurs pourraient être en difficulté. Et même Québec solidaire, dans Tachereau et dans... c'est les deux comtés qui ont à Québec, pourraient être en difficulté, dans Jean-Lesage, je crois. Pourraient être en difficulté. Alors, bon, la seule question maintenant, c'est est-ce que les gens vont se dire, on lui a donné une claque à Legault, il a l'air d'avoir compris, et d'ailleurs, il a bien dit, c'est pas ma candidate qui a perdu, c'est moi et la CAQ, donc il a eu la lucidité de dire ça, puis il a dit qu'il a compris le message, mais son premier geste d'humilité,
ça a été d'interrompre le discours de Paul Saint-Pierre Plamondon. Voilà. Écoute, Ah oui. Jean-François, je ne comprends pas. Jamais je ne croirais qu'il n'y avait pas une télévision et qu'il ne voyait pas que Paul Saint-Pierre Plamondon était en train de parler. Évidemment, là, tous les diffuseurs qui diffusaient le discours de Paul Saint-Pierre, quand ils ont vu le premier ministre prendre la parole, ils ont coupé le micro à Paul Saint-Pierre, ils sont allés au premier ministre. Mais quel manque de courtoisie élémentaire. Alors que son message était « Je vous ai compris ». Vous trouviez que j'étais trop arrogant. mais là, j'ai compris. C'est fini, l'arrogance. Mais toi, le petit tasse-toi, mon oncle va parler. C'est vraiment un contre-message. Et ça me fait penser à le soir du référendum de 95. Un des gars qui avait sauvé le camp du non, c'était Jean Charest. Et Jean Charest, qui était chef du micro-parti conservateur fédéral, parce qu'il était juste deux, hein, lui puis une députée de Terre-Neuve à l'époque, mais il avait fait une performance, ça avait été l'étoile montante du camp du non. Il était en train de parler, puis Jean Chrétien, il a coupé la parole. Évidemment, comme tu dis, quand le premier ministre vient parler, tu coupes la parole à celui qui parle. Ben oui. Et ça avait été vu par Chrétien comme un geste d'une mesquinerie et d'une ingratitude face à ce gars-là, qui l'avait aidé à gagner son référendum puis à sauver sa vie politique, finalement. Ben oui. Alors donc, c'est ça. Donc, un faux pas dans la route vers le rétablissement du lien de confiance, le premier ministre a trébuché à son premier pas. Voilà. Oui, et je vous ai bien écouté, mais maintenant, laissez-moi parler. C'était vraiment ça. Écoute, Jean-François, t'es un gars qui aime beaucoup la culture. On se croise régulièrement dans des premières de films, au théâtre et tout ça. Je te vois souvent. T'as vu le dernier Denis Arcand, Testament. Je l'ai vu. Moi, j'ai adoré. J'ai écrit une chronique dithyrambique. J'ai cru savoir que tu es beaucoup plus tiède que moi sur Testament. Oui. Alors, écoute, les films de Denis Arcand, c'est toujours un événement et c'est toujours controversé. Évidemment, c'est un testament. Là, les gens vont pouvoir le voir. Puis, je les invite à aller le voir. De toute façon, on n'a pas le choix. On est des Québécois. Denis Arcand, c'est notre, c'est notre Scorsese, c'est notre Coppola. Il faut voir tous ces films. Ça, c'est certain. Et puis, il faut se faire une tête, il faut en discuter. Bon. Mais lorsqu'on est de la stature de Denis Arcand, moi, je m'attends à des films de très grande qualité. Comme Coppola a dit un jour, qu'est-ce que tu veux? Là où on est rendu, on est condamné à être géniaux. Il faut être géniaux. On peut pas arriver avec une petite bluette. Bon. Et moi, ce film-là, même si je suis d'accord avec ses thèmes, là, c'est un film c'est vrai, Denis Arcand a dit en entrevue, c'est pas une charge contre les woke. Ben, c'est une démonstration. Il met en scène la mauvaise foi de certains woke, le changement social, puis son personnage principal, son alter ego, est très perplexe devant tout ça. Il ne sait pas s'il faut s'adapter. Il est plus observateur que dénonciateur. Hein? C'est sa posture. Puis de toute façon, lui, il est vieux. Ça, c'est la nouvelle société. Il peut plus la changer. Il peut plus rien faire. Ça fait qu'il regarde ça avec un œil perplexe, mi-amusé, pas vraiment choqué, puis il nous étale ça. J'ai pas de problème avec cette posture-là. J'ai pas de problème avec le thème, mais je me dis, écoute, ça va pas loin, là. C'est comme, on reste au premier niveau de l'acte dramatique puis de la démonstration. C'est très simple, tu sais, je veux dire, c'est comme une chronique de Martineau ou de Lisée, là, tu sais, bon, c'est correct pour le matin en buvant un café, mais là, toi, tu as travaillé sur un scénario pendant 2 ans, peux-tu nous donner plus de profondeur, plus de paradoxe, peux-tu faire en sorte que y ait un woke qui se pose des questions, puis que, tu sais, je veux dire, un peu de chair sur l'os. Tout ce qu'on a, c'est le squelette. Il n'y a pas la chair, il n'y a pas le muscle, il n'y a pas la graisse, il n'y a pas le poil. C'est ça qui manque. Ben moi, je trouve qu'il y a 2 Denis Arcand. Il y a Denis Arcand documentariste. Et là, effectivement, tu retrouves la profondeur. Dans un film comme Le confort et l'indifférence, où on cite Machiavel, etc., tu as une profondeur. Mais le réalisateur de films de fiction,
il fait de la satire. Et il y a des scènes, c'est Tagada de soin. Il y a des scènes, des scènes là-dedans, c'est quasiment du Gilles Latulippe, là. C'est vraiment boudum, là. Mais il a tout le temps été comme ça. Tu sais, c'est comme dire de Fellini, il est superficiel. Ben oui, mais c'est ça, Fellini, il est superficiel. Et c'est ça, Denis Arcand, c'est qu'il utilise l'humour pour faire passer son message. Des fois, effectivement, c'est pas très subtil, mais je trouve que le message rentre au poste, là. Écoute, moi, j'ai trouvé que plusieurs de ces films de fiction étaient plus profonds que ça, avaient plus de chair, avaient plus de paradoxes. Le déclin de l'Empire américain, là, il y a plusieurs niveaux là-dedans. Je trouve ça très, très intéressant. Il y a des retournements, il y a des personnages qu'on pense qui sont positifs, finalement sont négatifs. Il y a des moments, bon. Puis le fait qu'il y ait des blagues, puis un peu de Gilles Latulippe, j'ai pas de problème. D'ailleurs, Arcand a dit dans Hamlet qu'il y a des jokes. Très bien. Oui. Mais il y a aussi une énorme profondeur de personnages, puis de perplexité devant la vie, puis tout ça. Alors, donc, écoute, moi, je trouve que Jésus de Montréal, par exemple, quand tu regardes ça, il y a tellement de messages et de sous-messages, c'est sur la société de consommation, c'est sur l'exploitation, c'est sur la vérité historique, la fausseté historique. Tu sais, c'est un film immense, c'est un film immense. Alors que là, je trouve que c'est un petit film, et je trouve que c'est dommage, si c'est le dernier film de Denis Arcand, peut-être qu'il y en aura un autre, on ne sait pas, il nous a dit qu'il n'y avait aucune difficulté à monter ses films lorsqu'il les faisait, mais si c'est le dernier, ça finit pour moi sans la grandeur attendue d'un homme de sa stature. Tu disais, c'est comme une chronique de Lisée ou Martineau qui s'attaque au woke. Nous autres, par exemple, on aurait vraiment fessé à coups de masse, alors que Denis Arcand, comme tu le disais, le personnage, il n'est pas tant en colère, il n'est pas tant enragé qu'il est perplexe. C'est comme, il y a une indulgence. Hein. Il parle aux jeunes, il les accuse pas. Il parle aux jeunes, il essaie de les comprendre, il les comprend pas. Il se rend compte que lui, lorsqu'il était jeune, lui aussi voulait changer le monde. Il y avait un combat. Les jeunes ont leur combat. Il ne comprend pas leur combat. Il les accuse pas nécessairement. Il les condamne pas. Il dit rien. Il y a un nouveau monde qui est en train de se construire. Je n'ai rien à faire avec ce monde-là. Et ça, cette indulgence-là, ça m'a assez touché quand même. Ben, c'est de l'indulgence, puis en même temps, c'est de la démission. Tu sais, c'est de dire, ben, si tu as 70 ans, tu n'es plus dans le game. Tu sais. Alors, ça se passe, je comprends pas. D'ailleurs, en entrevue, il dit, je comprends pas. J'ai montré ça, je le comprends pas. Maintenant, la façon de le montrer, c'est un choix. Donc, il y a un groupe de gens qui, devant une résidence pour personnes âgées, qui manifestent parce qu'il y a une fresque qui montre de façon biaisée une rencontre entre, je crois, c'est Jacques Cartier et des Autochtones. Ils sont contre la fresque. Et là, Arcand démontre que ces gens-là, ce sont pas des Autochtones. D'ailleurs, il fait venir une vraie Autochtone de Kanawake qui leur parle en plusieurs langues autochtones, puis ils peuvent pas répondre. C'est juste des étudiants anglophones ou même des Français qui étudient à Montréal et qui scandent des slogans en anglais. Donc, c'est pas des vrais Autochtones. Mais, donc, il montre là la mauvaise foi dans ce truc-là. Donc, il le montre pas d'une façon positive, mais c'est... En même temps, la vraie Autochtone qui fait venir, elle dit oui, cette fresque-là, elle est offensante. Je la juge offensante et elle me donne envie de pleurer. Elle a les yeux pleins d'eau. Et cette scène-là, elle est très touchante parce que Arcand dit OK, je compte les woke, mais en même temps, peut-être qu'il y a quelque chose de solide dans leur combat, sauf qu'ils le manifestent mal. Et c'est pas les bonnes personnes, puis il prend pas le bon discours, mais effectivement, cette fresque-là, elle est raciste, quelque part. Selon l'Autochtone, elle est un genre d'indication, parce que c'est la première rencontre. Et d'ailleurs, il faut dire que Jacques Cartier ment aux Autochtones lorsqu'il les rencontre. Là, ça, c'est la réalité historique. Il met sa croix. Alors, les Autochtones disent, pourquoi tu mets ce truc-là chez nous? Puis il dit, ah non, c'est juste pour signaler, alors que la croix, c'est pour prendre possession au nom du roi français. Puis il dit aux Autochtones, non, c'est juste pour signaler aux bateaux là qu'ils peuvent venir ici. Donc, l'établissement, c'est fondé sur un mensonge, je crois. Cela dit, écoute, qu'est-ce que je voulais dire? À la fin, alors, il y a une prédiction pour ce qui va se passer dans le futur. Alors, ceux qui veulent pas savoir ça, arrêtez d'écouter tout de suite.
c'est que dans pas grand temps, 30 ans plus tard, Ouais. il laisse entendre que dans 30 ans, les Chinois vont avoir pris le contrôle du Québec. mais là où j'ai trouvé une faiblesse, c'est que c'est un film très noir, un peu comme L'Ange des Ténèbres, même si on y rit beaucoup. C'est un film quand même, c'est un constat qui est désespérant du Québec. Et à la toute fin, on dirait qu'il se dit, je peux pas laisser les gens sur un constat aussi pessimiste. Donc, il invente comme un genre de petite pirouette pour arriver avec un peu d'espoir, tu sais, un peu de lumière dans l'obscurité. La prise de contrôle par les Chinois, c'est un espoir mitigé. Non, juste avant, la scène juste avant, c'est une petite pirouette que je trouve un peu simple, mais bon, quand même, écoute, tu t'attendrais que même tu dis pas que c'est un mauvais arcan, mais tu dis que c'est un arcan décevant, mais un arcan décevant, pour prendre tes mots, parce que moi j'ai aimé, un arcan décevant vaut mieux que ben d'autres films québécois. D'ailleurs, à un moment donné, tu as le personnage joué par Rémi Gérard, puis je trouvais ça assez culotté de la part de Denis Arcand. Il dit, j'ai vu un film québécois insignifiant. Et là, c'est comme Arcand qui juge ses pairs. Oui, absolument. Mais je dirais une chose, il y a un livre extraordinaire, un petit livre extraordinaire par Carl Bergeron sur Denis Arcand qui a été publié une dizaine d'années. Et il montre que Arcand, c'est un pessimiste. C'est pas à 70 ans qu'il a décidé qu'il n'y avait rien à faire. C'était à 25 ans. À 25 ans, il a décidé qu'on était sur les marges de l'Empire américain. On était un peuple qui n'avait pas de colonne vertébrale et donc, il se passerait rien. Et toute sa vie, c'est ce qu'il nous a dit dans ses films. Regardez, on peut rien faire. On peut rien faire. Ça va mal, ça va aller plus mal. Puis c'est tout. Puis il faut se contenter de ça. Et il y avait ce débat avec Bernard Landry qui disait dans ce livre de Bergeron, s'il fallait que ce soit vrai, il faudrait se suicider parce que moi, j'ai bon espoir qu'on est peut-être quelque chose comme un grand peuple puis on peut faire des choses. Alors Arcand aura été toute sa vie celui qui nous dit que on est essentiellement né pour un petit pain, puis on peut mettre du beurre dessus, mais faut pas avoir trop d'espoir. Alors, il le dit encore dans ce dernier. Mais il l'a dit dans une entrevue qu'il a accordée à la presse. Il dit, je ne crois plus aux solutions collectives. On a essayé, par exemple, avec le marxisme et tout ça, ça n'a pas fonctionné. Je ne crois plus aux utopies collectives. Je ne crois qu'aux solutions individuelles. Et c'est ça, à la fin, c'est l'amour va nous sauver. La seule façon de s'en sortir, c'est de tomber en amour et d'être... Dans le dernier film, c'était la seule façon de s'en sortir, c'est d'aller peler des oranges en Gaspésie. Alors, c'est ça, mais il dit, je ne crois plus. Il n'a jamais cru. Peut-être au référendum de 80, il y croyait, puis depuis, il a décroché, mais ça fait très longtemps qu'il ne croit plus aux solutions collectives, seulement au bonheur individuel. Alors, je suis content que tu parles du livre de Carl Bergeron qui s'intitule « Un cynique chez les lyriques ». La génération lyrique, c'était le terme de François Ricard pour parler des baby boomers. Et tu sauras, mon cher Jean-François, que Carl Bergeron était ici 2 jours après la première du film. Il a adoré. Il trouve ça magistral. Il a adoré le dernier de il devrait rééditer. Et tu sais que, je ne sais pas si c'est une nouvelle, tu sais que Paul Arcand est en train de préparer un documentaire sur Denis Arcand. Ouais. Sur Denis Arcand. Ben, coudonc. Okay. Alors, je sais pas si son cousin, j'ai jamais remarqué que c'était le même nom de famille, mais j'ai hâte de voir ça. Est-ce que ça va être avec Gabriel Arcand aussi, tant qu'à faire? Ça devrait. Merci beaucoup, Jean-François. On se reparle demain. Bonne journée. À demain. Bye.